Mercredi 16 janvier 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent bien la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, je décide de donner la parole à M. Ba Ouri. Il est l'animateur national du mouvement Le Renouveau, un habitué de cette émission, mais qui passe pour sa première fois au compte de l'année 2019. Avec lui, on va parler de plusieurs sujets. D'abord, le bilan qu'il fait en sa manière, selon son constat, du gouvernement Kassory, qui aura fait au moins quelques 8 mois avant cette nouvelle année. 8 mois qui suffisent aussi pour poser les bases des actions qui inspirent confiance, qui donnent de l'espoir aux populations. Ce qu'il retient des actions de 8 mois de Kassory et de son gouvernement, il le redira tout à l'heure. Et puis, mandat de l'Assemblée nationale à terme, prolongation par le président de la République. Ba Ouri préfère-t-il le vide institutionnel ou la prolongation du mandat de ses députés? Nouvelle CENI, et puis est-ce que on constate là la naissance d'un nouveau bloc politique au sein de l'opposition, puisqu'ils ont fait une réunion, notamment cette semaine, qui a regroupé Sidia Touré, Ba Ouri, Ousmane Kaba, les représentants du parti PEDN de Lansana Kouyaté. Quel est le dessous de ça, de cette réunion? Il nous le dira aussi, M. Ba Ouri, qui est déjà sur ce plateau. Monsieur Ba, bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité et j'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous vos téléspectateurs de la télévision Ganga. Merci. Bonne année à vous également et merci toujours de la disponibilité depuis plusieurs années sur ce plateau et d'être présent pour partager votre avis sur l'opinion. Merci. Et premier sujet, comme je l'ai dit, c'est vrai, nous sommes en 2019 et au 16e jour de la nouvelle année aujourd'hui. La tradition justement voudrait qu'on exprime ce qu'on retient de l'année passée. Je voudrais bien qu'au plan politique, au plan de la gouvernance, que vous nous disiez en tant que politicien, leader d'opinion, ce que vous avez retenu du nouveau gouvernement que nous avons connu dans la dernière partie de l'année 2018, c'est-à-dire le gouvernement Kassory. Qu'est-ce que vous avez retenu d'eux dans le sens des actions posées dans les différents secteurs stratégiques? Bien, je pense que l'année 2018 a été une année particulièrement heurtée et difficile pour la Guinée, avec la multiplicité de ces manifestations politiques, cette crise dans le secteur de l'éducation qui ont émaillé pratiquement l'année 2018. Et c'est l'une des raisons qui avait milité en faveur du changement du Premier ministre et la nomination de M. Kassory Fofana. Et comme vous le savez, le Premier ministre est constitutionnellement le responsable du dialogue social. Malheureusement, on a constaté que ce dialogue social qui aurait pu permettre d'anticiper et d'éviter à la Guinée de connaître encore des soubresauts, notamment sur le plan social, à travers cette grève des enseignants, n'a pas pu être évité. Et c'est dommage parce que ça a coûté à la collectivité nationale 3 mois de grève dans le milieu des enseignants, et sans compter les personnes qui ont été victimes de ces manifestations de violence. C'est très dommage de ce côté-là. Maintenant, par rapport à la mise en place des mesures et de construction des infrastructures, je pense que on aurait dû accélérer cette lancée. Le président de la République a fait récemment une tournée pour inaugurer les différents chantiers, mais je pense que là où on attendait le gouvernement Kassory, comme il avait contribué en participant effectivement à l'obtention de l'accord avec la Chine concernant les 20 milliards de dollars qui devraient être utilisés pour les infrastructures, là, ça manque, ça tarde. Et là, il faut que ça soit boosté parce que de ce point de vue, c'est très important que la Guinée se dote des infrastructures sur le plan routier, sur le plan énergétique, pour nous permettre de rattraper le retard. Donc, j'avoue, on aurait pu accélérer les processus de réforme, accélérer le processus de lancement des travaux, des infrastructures majeures,
bon, il faut peut-être leur laisser le temps de rattraper ce retard et de profiter de l'apaisement obtenu actuellement, tant sur le plan social que sur le plan politique, pour mettre en force certaines mesures qu'on aurait dû voir engagées depuis un certain temps. Alors, brièvement, qu'est-ce que vous retenez de ce bilan Kassory ou du gouvernement Kassory en 2018? Est-ce un bilan négatif ou positif ou mitigé? Je me rappelle que Faya était là à votre place la dernière fois, qui pense qu'il ne retient rien de positif de Kassory Fofana au vu de tout ce qu'il a annoncé. Un partage du fruit de la croissance, d'abord le fait qu'il va créer rapidement de la croissance et rendre performant l'économie, dynamique notre économie, et oui, répondre à l'une de ses attributions qui est la promotion du dialogue social, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez qualifier d'une manière ou d'une autre ce bilan de 8 mois de gestion de Kassory, de son gouvernement? Laissons au gouvernement un sursis. Laissons-leur un sursis. C'est trop. Il ne faut pas être trop rapide pour qualifier l'action qui est particulièrement difficile de gérer un pays. Dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'il a pris le bon élan pour 8 mois qu'il a déjà passé à la tête d'un gouvernement? En ce qui concerne le dialogue social et une capacité d'écoute et la promotion d'une certaine forme de pédagogie de gouvernement, je pense qu'il y a des manquements. Et c'est la raison pour laquelle j'étais allé avec une délégation du Renouveau le voir pour attirer son attention sur l'indispensable nécessité de faire preuve de beaucoup plus d'écoute, de beaucoup plus de pédagogie, tant en ce qui concerne la crise sociale, en ce qui concerne la crise politique qui était entretenue d'une manière ou d'une autre artificiellement à mes yeux. Il faut faire preuve de détermination, de courage pour assurer la primauté de la loi sur toute autre considération. Bon. Et de ce point de vue, il y a eu des avancées parce que sur le plan politique, il faut se satisfaire de la mise en place des PA, bien que j'avais marqué ma réserve par rapport à l'implication de l'armée dans la constitution des PA le long de l'axe, mais au vu des résultats obtenus en ces dernières semaines, la population est satisfaite de la sécurité et de la liberté et de la tranquillité qu'ils éprouvent, et ce qui fait que sur le plan économique, sur le plan de l'occupation des immeubles qui étaient presque abandonnés, il y a un regain d'embellie le long de l'axe, parce qu'il y a la sécurité, il y a un sentiment de tranquillité qui prévaut, et ça c'est une bonne chose. Mais pour le reste, donnons encore le temps, parce que engager des réformes majeures, on ne se lève pas du jour au lendemain et on se met dedans. Il y a des contraintes, il y a des préalables, mais il faut que le gouvernement aussi fasse preuve de plus de rigueur, que la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance soit mise au premier rang des préoccupations, et que la volonté d'assainir notre économie soit assurée. Et là, j'avoue que nous manquons encore de voir une réelle volonté gouvernementale d'aller dans ce sens. Bien. L'autre sujet, c'est bien entendu ce sujet aussi qui fait l'actualité depuis plusieurs jours, et notamment dans le milieu politique, c'est la fin du mandat des députés. Au même moment, il se trouve qu'on n'a pas pu tenir les élections législatives pour que ces députés soient remplacés par de nouveaux, puisque leur mandat est à terme. Et au même moment, le président décide de proroger leur mandat, évidemment, en se basant sur l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. Et vous, quelle est votre remarque, votre analyse? Est-ce que vous pensez que les députés doivent tout simplement quitter parce que leur mandat est fini? Ou est-ce que vous approuvez, en votre manière, cette prorogation de leur mandat par le chef d'État? La première des choses, ce n'est pas la prorogation du mandat qui est l'élément central. C'est pourquoi on n'a pas pu organiser les élections législatives à temps.
parce qu'il y a une situation politique qui a été entretenue par les tenants des accords et des arrangements politiciens qui ont mis en dessous la loi au profit d'intérêts particuliers, et cela a pénalisé le pays et n'a pas favorisé une prise en compte de l'indispensable nécessité de faire les choses à temps et correctement. Les élections communales ne sont pas encore terminées, malgré que les résultats définitifs... des exécutifs communaux. Oui, bien entendu, les résultats définitifs ont été délivrés par la CENI depuis le 4 février 2018, et jusqu'à présent, on en est encore à des choses qui auraient dû se faire au plus tard fin mars 2018. Et là, la responsabilité du ministre de l'administration du territoire est totale, et aussi ceux qui ont encouragé cela, à savoir ceux qui se disent de l'opposition dite républicaine et ceux de la mouvance qui sont les signataires de ces accords qui ont plombé et qui ont discrédité nos institutions, qui nous ont fait perdre du temps. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les élections législatives n'aient pas pu se faire à temps, conformément à l'agenda électoral, et que le président de la République soit obligé de demander l'autorisation à la Cour constitutionnelle de proroger ce mandat pour qu'il n'y ait pas de vide institutionnel sur le plan législatif. Je précise que on voit à chaque question une volonté du président de la République de tirer la ficelle d'un côté ou comme de l'autre. L'indispensable nécessité d'avoir des institutions qui fonctionnent, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. On fait du tort au président de la République quand on dit qu'il proroge le mandat des députés en planifiant aussi le dépassement de son mandat à lui à l'aune de 2020. Bien entendu. Moi, je crois qu'on fait un faux procès. On donne des intentions, on voit à chaque bout de compte une volonté délibérée de retarder les choses pour que ça impacte l'agenda lié à l'organisation des élections présidentielles. Les politiques qui sont responsables des accords et des errements et des dérives et des retards sont totalement responsables de la situation actuelle. Ces politiques-là, ce sont qui? Ceux qui ont les politiques de l'opposition et de la mouvance. Bien sûr, ceux qui ont signé ces accords dits arrangements politiques, accords politiques, qui sont de l'opposition dite républicaine, et ceux de la mouvance qui sont les co-signataires avec le parrainage du ministre de l'administration du territoire. Et donc ce sont ces contestations issues des communales-là qui finalement ont peut-être fait qu'on n'est pas allé vite à la mise en place de la CENI et à la tenue des élections législatives, qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas pu faire ces élections et qui amène Alpha Condé à proroger le mandat des députés, parce que vous pensiez que c'était mieux un mandat de député prorogé qu'un vide institutionnel? Bien, il n'y aurait pas eu de vide institutionnel, parce que ce vide institutionnel c'est relatif. Il y avait deux possibilités: soit la Cour constitutionnelle autorise le président à proroger le mandat des députés, c'est la première option et qui a reçu au préalable l'assentiment du président de la République. Il y avait une autre option qui était beaucoup plus radicale, qui consistait à acter la fin du mandat des députés et de donner l'autorisation au président de la République de gouverner sur le plan législatif par ordonnance. Et ça aurait créé un régime d'exception qui ne cadrerait pas avec les normes constitutionnelles en vigueur dans notre pays. Et si tel avait été le cas, imaginez-vous ce que les gens auraient pu dire. Donc, le moindre mal a été privilégié pour que, normalement, le pays fonctionne
selon les normes constitutionnelles en vigueur dans notre pays. Voilà. Donc le moindre mal, c'était justement de maintenir l'Assemblée, proroger leur mandat jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection, que de laisser le vide ou sinon laisser le président dirigé par ordonnance. On va tout de suite aller à la pause et dans la deuxième partie, on se retrouve pour continuer à parler d'actualité, notamment de la CENI et de cette réunion qui a mobilisé des acteurs qui ne sont aujourd'hui ni véritablement proches d'Alpha Condé, ni du bloc de l'opposition autour des Ibrahima Diallo. A tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous pouvez le constater, sur le plateau, comme invité, M. Baouri, animateur principal du mouvement Le Renouveau, vice-président de l'UFDG, et vous le savez, il faut le rappeler, en conflit avec certains dirigeants de ce parti, devant bien entendu la justice. C'est sûrement un sujet que nous allons brosser à la fin si le temps nous permet. Oui, cette fois-ci on va parler de la CENI, puisque c'est une suite logique. Si on n'a pas tenu les élections législatives, c'est parce qu'on n'a pas pu mettre à temps en place la nouvelle CENI qui était attendue. Une CENI recomposée où toutes les entités allaient être représentées. Finalement, elle l'est aujourd'hui. Même si entre-temps, il y a eu des guéguerres autour du quota au sein de l'opposition, ils ont finalement présenté une liste et le président a pris un deuxième décret donc nommant l'entièreté des membres de la CENI en vue de la tenue des élections très prochaines législatives. Votre analyse en termes de je ne sais pas, de crédibilité que va afficher cette CENI et le fait qu'on est toujours dans le schéma d'une CENI politique alors qu'ils ont voulu une CENI plus technique après les récents accords qui ont été signés. Bien. D'abord, moi, je salue la précédente CENI qui a piloté les organisations communales parce qu'elle est restée vaille que vaille derrière les lois que certains politiciens avaient votées au niveau de l'Assemblée nationale comme députés, et en tant que parti politique, ils ont demandé à ce que cette CENI viole les dispositions de la loi. Ils sont restés droits sur leurs bottes derrière les lois en refusant d'abdiquer devant leurs responsabilités, et je les salue. Maintenant, il y a eu une nouvelle loi de la CENI qui a été mise en place. On se pose la question, pourquoi y a-t-il une nouvelle loi de la CENI? Parce que fondamentalement, elle n'a rien changé dans la substance en termes, disons, de fonctionnement de la CENI, dans le cadre interne de la gestion du processus électoral, puisqu'ils n'ont fait que diminuer le nombre de commissaires. Il y avait 10 pour la mouvance, 10 pour l'opposition, et maintenant on revient 7 pour la mouvance, 7 pour l'opposition, 1 pour l'administration au lieu de 2, et 2 pour la société civile au lieu de 3. Donc c'est le nombre qui a diminué. Mais on se pose la question, si la réelle motivation de la mise en force de cette loi qui a été adoptée par tous les députés des deux bords n'était pas seulement d'enlever la possibilité à la CENI de gérer les moyens qui devraient lui être affectés. Et là, c'est grave, parce que l'indépendance constitutionnelle de la CENI requiert
qu'elle puisse avoir les moyens politiques, les moyens humains, les moyens logistiques et financiers et matériels pour organiser à sa guise, conformément aux lois du pays et à sa mission, les élections dans ce pays. Ils ont enlevé à la CENI la possibilité de la gestion des moyens et pour l'amener du côté du ministère de l'administration du territoire. Cela veut dire ils ont amputé l'indépendance constitutionnelle de la CENI et ça, aussi bien ceux qui sont de l'opposition et qui siègent au Parlement que ceux de la mouvance. Et c'est un aspect extrêmement important qui fait que cette CENI telle qu'elle est actuellement est une CENI amputée sur le plan de son indépendance constitutionnelle par rapport aux anciennes CENI qui existent. Donc, est-ce que vous pensez que cela peut affecter la crédibilité des échéances à venir, législatives et présidentielles 2020? Cela veut dire que dans une certaine mesure, la CENI n'est plus totalement responsable de l'organisation des élections puisqu'elle dépend du ministère de l'administration du territoire en ce qui concerne les moyens qui doivent lui être affectés pour l'organisation de ces élections. Donc, et il ne là, va pas en vouloir à Salif Kébé, à son équipe pour certaines irrégularités dans les élections à venir. C'est ce que vous voulez dire? Constitutionnellement, d'abord, sur le plan juridique, constitutionnellement, cette loi n'est pas en conformité avec la constitution de notre pays. Et là, la Cour constitutionnelle n'a pas été vigilante, à mes yeux, peut-être que je le dis en tant que profane, et les politiciens qui sont passés maîtres dans l'art de tout contester n'y ont vu que du feu, alors qu'il y a une disposition majeure qui fait que cette CENI, sur le plan de la constitutionnalité, n'est pas en phase avec les textes de la République. Bien. Et finalement, on va parler de cet autre sujet qui vous met au cœur de l'actualité depuis 2 jours, ou depuis 48 heures, je crois. On vous a vu dans une réunion, vous personnellement, Bahouri, Sidya Touré, Ousmane Kaba et le représentant de Lansana Kouyaté du PEDN et d'autres partis politiques. Et d'autres partis comme le parti PGRP de M. Silaba, comme le représentant de l'UPG, comme le représentant de quelle autre formation, du BL. Donc cela veut dire que c'est une réunion préliminaire, informelle, de prise de contact pour envisager les voies et moyens de construire une démarche politique qui pourra permettre à la Guinée d'aller dans le sens d'une plus grande stabilité, c'est-à-dire pour consolider les dynamiques de paix, pour aller dans le sens de l'approfondissement de la démocratie dans notre pays et qui va jusqu'à la promotion d'une réelle alternance démocratique en conformité avec les textes réglementaires de notre pays, qui promeut une certaine forme de solidarité active avec tous les acteurs pour que les échéances électorales et autres dynamiques liées à la politique se fassent dans une dynamique de coopération, et enfin qui fait que le pays, la Guinée, la classe politique et au-delà de la classe politique, qu'on partage des valeurs qui peuvent être le socle minimum sur lequel l'État démocratique, la nation démocratique, la société guinéenne devra être érigée pour nous éviter les errements, les déchirements, les contraintes qui ont jalonné notre histoire et les tragédies qui ont jalonné notre histoire. Il faut qu'on change et il faut qu'on se remette en cause. Et pour cela, il faut accepter de se parler, aller au-delà des blocs politiques, aller vers tous les citoyens guinéens pour redéfinir un nouveau contrat politique, un nouveau contrat social avec tous les citoyens guinéens. C'est ça, en ce qui me concerne, qui m'anime et que je suis en train, avec d'autres, de promouvoir. Et le fait de se retrouver avec les autres est une autre façon de renforcer cette réalité en partageant dans une large mesure
des préoccupations identiques. Vous étiez au siège du PEDN au compte de cette réunion et si on analyse un peu, on passe au crible les visages des personnalités politiques qui étaient là, c'est le plus souvent des personnalités politiques qui ont été par moments avec Alpha Condé, l'ont côtoyé, se sont frottés à lui dans sa gouvernance et puis l'ont quitté, ils ne se sont pas entendus, et par moments ont été avec Cellou Dalein Diallo dans l'opposition républicaine, ont mené des actions de contestation, après ont quitté ce dernier, ne se sont pas entendus. Donc des gens qui ont passé un petit moment avec ces deux personnalités qui occupent les deux extrémités de l'échiquier politique aujourd'hui. Et vous vous retrouvez à un moment donné pour certes une réunion de diagnostic de la situation sociopolitique et économique du pays, mais qu'est-ce que vous préparez en réalité? Parce que les gens qui voient toutes ces têtes-là en réunion se disent, ils préparent quelque chose sans langue de bois. Est-ce que vous êtes en train de préparer la mise en place d'un autre bloc politique au sein de l'opposition plurielle pour demander une rupture avec les démarches non seulement d'Alpha Condé qui incarne la gouvernance aujourd'hui, mais aussi de Cellou Dalein Diallo qui incarne une certaine démarche dans cette opposition plurielle et vous présentez comme la nouvelle donne politique, l'alternative pour l'alternance non seulement législative mais aussi présidentielle en 2020. Bon, vous savez, il y a de bonnes intentions d'aller dans le sens des intérêts majeurs de notre pays. Vous savez, lorsque des gens se retrouvent, chacun y vient avec ses objectifs, sa volonté, et la réalité permettra de dessiner le contour des choses qui se feront effectivement. Juste, mais déjà, est-ce qu'on peut entrevoir la future mise en place d'un bloc qui vous réunira tous ceux qui étaient à cette réunion, un bloc politique dans l'opposition? Non, bon... ça ira au-delà de l'opposition. Ce qui est le fond, et moi je dis ce que j'en pense, c'est la recomposition politique du pays pour les prochaines années qui est en train de s'esquisser. Sur une base nouvelle, en faisant la politique autrement. Bien entendu, vous ne pouvez pas construire le futur en oubliant les matériaux du passé. Des éléments du passé peuvent contribuer à construire l'actualité et demain. Donc on est dans cette dynamique. La Guinée des prochaines années est en train d'être construite sur le plan politique avec bien entendu une quête et des remises en cause et une volonté de changement sur le plan des méthodes, sur le plan des idées, sur le plan de l'enracinement du processus démocratique et sur le plan de l'implication la plus large des citoyens pour que demain, quelle que soit la personne ou la formation politique qui va gouverner, que les autres sachent que l'espace démocratique sera protégé, la sécurité de tous sera assurée et on veut être dans un monde moderne, une Guinée moderne, non ethnicisée, pour faire prévaloir la citoyenneté, les compétences pour servir et non pour se servir. Alors, est-ce que c'est même si vous n'êtes pas en train de me dire oui, c'est pour créer un bloc politique, mais déjà, dans l'opinion, il y a des observateurs qui commencent à dire que c'est une entité qui est en train de se former autour de Sidya Touré. Est-ce que déjà, c'est ça, Sidya est au centre de cette entité à venir, ou est-ce que ce n'est autour de personnes? Vous avez fait une réunion ordinaire, il n'y a pas de nouveau programme encore, il n'y a pas... Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je veux savoir qu'est-ce que Sidya a dit, par exemple, qu'est-ce que Baouri a dit, qu'est-ce que Ousmane Kaba a dit, c'était quoi? Ça n'a pas d'importance. En quelques mots. Ce qui a été dit, comme c'est une réunion informelle, ce n'est qu'informel. Ce qui est fondamental, cette dynamique... Vous ne voulez pas nous dire ce que vous avez dit à la réunion? Cette dynamique n'est autour de personne. C'est autour de personne. Ça, c'est un. Ni de Sidya Touré, ni de quelqu'un d'autre. Ce n'est autour de personne. C'est des responsables qui ont leur propre légitimité de part et d'autre, qui, devant le contexte de l'évolution sociopolitique de notre pays, ont estimé de se retrouver pour échanger leur point de vue, et ce sera encore davantage élargi dans les prochains jours pour englober une problématique la plus vaste et qui dépasse qui nous dépasse en tant qu'être humain.
parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, il s'agit de ce que notre pays devra être demain, et il faut rassembler les citoyens guinéens pour créer des dynamiques, pour qu'ils sachent que demain, il y a un espoir d'avoir un pays stable, un pays réconcilié, un pays fraternel et un pays bien gouverné. Donc déjà dans cette première réunion, comme vous avez dit, préliminaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va suivre. Mais déjà dans cette phase préliminaire, vous n'avez pas encore parlé de mise en place ni d'une alliance politique, ni d'un bloc formel. Rien de tout ça n'a été dit. Bien entendu, chacun vient dans une réunion avec les idées préconçues qu'il peut avoir. Mais ce qu'il en sera dépendra des échanges, parce qu'il faut changer de méthode. Donc il y a d'autres réunions qui sont en temps. Bien entendu, il y aura d'autres, parce qu'il faut changer de méthode, il faut se remettre en question, il faut passer en revue nos expériences. Les mauvaises expériences, il faut les bannir, et les bonnes pratiques, il faut les promouvoir pour que les Guinéens puissent avoir confiance en une classe politique qui voit les choses avec plus de responsabilité, plus de rigueur, et qui promeut l'intérêt national au premier abord. Alors on va parler de justice en 1 minute pour terminer. Vous avez été condamné dans la même affaire que certains Guinéens à l'époque, et c'est vrai que vous avez été gracié depuis un bon bout de temps. Il s'agit de Fatou Badiar et de Ali Moubari, que 2018, avant de finir, a vu libérer. Quel est votre sentiment face à cet acte du président vis-à-vis de ces deux personnes qui recouvrent leur liberté? C'est avec joie que j'ai appris la nouvelle le 31 décembre 2018 de la grâce accordée à plusieurs personnes, dont Mme Fatou Badiar, Almami Agibou et Mamadou Alpha. Leur libération fait partie des causes que je défends depuis très longtemps. Il reste encore dans le cadre des personnes liées à l'affaire du 19 juillet. Alpha Omar Diallo, dit AOB, et Jean Guilavogui. À ces deux-là, je leur dis de ne pas perdre courage, ils ne sont pas oubliés, les choses vont se faire avec l'aide et la grâce de Dieu. Et je remercie toutes les personnes et toutes les autorités, à quelque niveau qu'elles puissent être, qui ont contribué à ce que ces libérations puissent être possibles. En 30 secondes, un mot d'espoir pour tous ceux qui vous regardent au compte de 2019, et peut-être un appel à l'endroit d'Alpha Condé s'il vous regarde depuis Sékou Touré. Non, je salue tous mes compatriotes qui me regardent et je leur souhaite une bonne et heureuse année 2019. L'année 2018 a été difficile. L'année 2019 commence avec, bien entendu, les réalités sociales, les réalités politiques qui font que notre pays a de la peine à aller de l'avant avec l'enthousiasme et le dynamisme nécessaires. Souhaitons que l'année 2019 soit une année de relance, une année de reprise, un nouveau départ d'une autre forme de gouvernance qui permettront de rassembler les Guinéens au-delà des clivages politiques et des autres types de clivages sociopolitiques qui existent, pour que nous puissions contribuer à stabiliser notre pays, à le mener de l'avant et à donner de l'espoir aux jeunes. Au président de la République d'agir dans le sens premier des intérêts fondamentaux de la nation guinéenne, assurer sa stabilité, assurer la sécurité de tous et conforter tous les citoyens guinéens qui appartiennent au même pays. Et à tous, bonne et heureuse année. Voilà donc, merci M. Baf et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cet autre numéro de Café Débat. On se retrouve demain dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.